Chers amis, bonsoir. Quel immense plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous culturel vespéral. Et ce soir, poétique, culture, l'autre regard. On connaît tous la formule de Pierre Bourdieu, la sociologie est un sport de combat. Et lorsque la poésie brise les carcans de l'impérialisme et les murs du silence, elle aussi devient un sport de combat. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir deux combattants. Sans plus tarder, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Madame Anissa Talbi. Madame Talbi, bonsoir. Bonsoir, Jawad. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Toujours un plaisir de vous recevoir, Madame Talbi. Vous êtes romancière, poétesse. J'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir pour votre premier roman qui s'intitule Entre les deux rives de Constantine. Et ce soir, nous allons découvrir ensemble votre recueil de poésie qui alterne entre poésie et prose rimée et prose poétique. Que danse ma plume. Merci encore d'être parmi nous. Merci à vous. J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir un autre poète, un autre combattant qui lui aussi n'a pas les vers dans la poche, à savoir M. Mohamed Saïd Ben Sakhria. M. Ben Sakhria, bonsoir. Bonsoir, Jawad. Merci d'être parmi nous ce soir, M. Ben Sakhria. C'est moi qui vous remercie pour cette deuxième invitation à votre très belle émission après la première que j'ai vraiment appréciée. Nous avons aussi apprécié de vous recevoir. Vous êtes journaliste, poète, auteur de plusieurs recueils de poésie. On peut citer Paradis des imperdus, Au clair de mes nuits, Murmure d'automne, grâce auquel je vous ai découvert et pour lequel j'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir. Et cette année, vous revenez avec un magnifique recueil, Meurtrissure du silence, qui, nonobstant son titre, justement brise ces meurtrissures et brise ces murs du silence. Et galant comme vous êtes, Monsieur Ben Sakhria, si vous permettez, je me tourne d'abord vers Madame Talbi. Avec grand plaisir. Avant de revenir à votre magnifique recueil. Madame Talbi, Que danse ma plume, recueil non moins magnifique, où vous alternez entre vers classique et vers libre et une prose poétique. Et d'emblée, dès le premier poème, on est replongé dans l'ambiance de votre roman Entre les deux rives de Constantine, avec justement la femme au poignet tatoué, et on plonge dans ce terroir et vous accomplissez ce tour de force où vous réussissez à dire le chant populaire de nos grands-mères, mais par une poésie contemporaine de surcroît de langue française. Oui, oui, voilà. Donc pour ce premier poème, c'est un hommage à ma grand-mère, mais du côté paternel. Comme vous le savez déjà, Jawad, lors du premier roman, il a été question de Constantine, de la vieille ville de Constantine, de mes origines du côté de ma mère. C'est mes origines maternelles. Et je voulais, pour ce recueil, parler de l'autre rive de ma vie, c'est-à-dire mes autres origines de par mon papa. Et c'est un petit village entre Constantine et Mila qui s'appelle Aintin. Et mon père est de là-bas, il est né là-bas. Et je voulais rendre hommage à ma grand-mère, Rabbi yarhamha, de cette façon-là. C'est du terroir, comme vous le dites. C'est mes deuxièmes origines, c'est complètement différent des premières. C'est du constantinois, on va dire. J'ai voulu laisser cette trace et que ce soit le premier roman de ce recueil. Et le premier poème, évidemment. Vous n'en restez pas là, justement, lorsque vous rendez hommage, justement, à la famille maternelle, puisque avec 6 femmes, cette fois-ci, ce sont les tantes qui sont à l'honneur, et vous nous rappelez, dans les anciennes structures, comment les tantes étaient en fait de seconde mère. Oui, exactement. Pour moi, du moins, c'est mes tantes maternelles. Peut-être pour d'autres, c'est les tantes paternelles. Pour moi, ça a été mes tantes maternelles, mes 5 tantes. Alors, si vous permettez, on va découvrir un petit peu ensemble, justement, le texte dans le texte, si vous permettez cette tautologie. Avec la femme au poignet tatoué, vous dites « Elle fredonne de sa douce voix cette vieille complainte, assise en tailleur dans son modeste hauche, d'allées de ciment et de bas murets clôturés, elle chante. Sa voix s'élève. Au fur et à mesure que les femmes de la ferme s'approchent, elle presse le pas enchantée. Elle se rallie à la troupe autour de la voix et en chœur, elles reprennent le refrain. Elle sourit en émoi. Elle chante et célèbre le rime de la joie. Salli ala Rasulillah. Voilà. Et c'était comme ça réellement. Mais c'est quelque chose qui nous parle à tous. On a l'impression aussi de voir nos grands-mères, de voir nos tantes réunies autour des différentes occasions. Voilà. C'était dans le douar. Et ma grand-mère, Allah yarhamha, avait une très belle voix. Elle était connue justement pour ça. À chaque fête, à chaque occasion, il y avait Marbiha qui prenait son assiette et qui commençait à fredonner justement. Elle commençait justement par ça. Salli ala Rasulullah wa tayyib salat alayhi.
Et c'était ça, c'est ancré dans ma mémoire. Il y avait toujours ma grand-mère, là, toute belle, avec son assiette, et qui fredonnait cette complainte. Voilà. En parlant de complainte, justement, la poésie sert aussi à exprimer les meurtrissures, ainsi qu'on a parlé, M. Mouskhalia. Vous le faites aussi dans un autre poème qui s'intitule Brisure, où là vous passez à la prose poétique, et il y a ce passage très significatif où vous parlez justement d'une âme meurtrie et déchirée, et vous dites « Les doigts meurtris, l'âme sanglotante, elle se pencha sur son cœur émietté, le prit, puis essaya tant bien que mal de le rabibocher, de le rapiécer. » Foutu puzzle. Quand bien même elle l'aurait recousu, comment aurait-elle su alors le raccorder à ses veines? Là aussi, vous nous faites partager la douleur, le spleen, la mélancolie. Le spleen, quelque part, oui. Bon. Et d'ailleurs, on va le voir, ça va être un fil conducteur qui va suivre tout au long de ce recueil. Voilà, surtout durant la deuxième partie du recueil, qui est un petit peu triste, c'est un petit peu mélancolique. J'ai essayé de décrire justement les souffrances de tout un chacun, en me disant que peut-être mes lecteurs pourraient se retrouver là-dedans. J'ai essayé de décrire cette scène de l'impuissance, de la douleur, comme un cœur là jeté en pagaille, comme des petits morceaux désagrégés, un petit peu éparpillés dans notre espace, et qu'on est là en train de les ramasser afin de se reconstituer un être, de se reconstituer une personnalité assez forte devant les difficultés. Voilà. Justement, certes il y a la douleur, certes il y a le spleen, mais il y a aussi la résilience et en définitive il y a l'espoir. Toujours. Bien que, on va voir dans un très très beau poème comment vous alternez entre les deux, il y a aussi la nostalgie, d'ailleurs qui ouvre le poème, et on retrouve cette nostalgie autour de mes tantes, de vos tantes certes, mais aussi de presque un objet totémique, si je puis dire, le fameux métier à tisser. Vous écrivez « 6 femmes aux yeux pétillants, au rire enchanteur et à la présence rassurante, et ça parle comme on récite un poème. » C'est vrai que nos tantes avaient le poème à la bouche constamment, et que c'était immanent à leur existence, elles n'en faisaient pas tout un plat. Non. Et ça parle comme on récite un poème, et ça rit aux éclats, comme on plonge dans de l'eau fraîche, et ça taquine comme des sœurs. Les 5 rassemblés autour de celle qui faisait chanter la machine à tricoter géante. Souriante, elle en manipulait le coude, de droite à gauche, puis de gauche à droite, non sans peine, mais pas peu fière de la mission dont elle se voyait investie. Voilà, donc c'était Mami Rabbi Yarhamha, c'est ma tante pour laquelle j'ai dédié le premier roman et que j'ai perdu lors de la pandémie. Donc pour résumer, c'est mes tantes, elles étaient 5, maintenant elles sont plus que 4 avec ma maman, donc les 6 femmes. Et ma tante avait une espèce de machine à coudre géante. C'était une machine, c'était la laine. Et c'était une fierté, elle prenait quasiment toute la chambre et elle était tout le temps là avec ce bruit que j'ai tout le temps dans ma tête, ce vroom, vram, vroom, vram, elle était toute contente, on était toutes rassemblées, chacune attendait son pull finalement. Et c'était ça ce que je décris, c'est ma tante Allah yarhamha avec sa machine à coudre géante et très entourée par ses sœurs justement dans cette chambrée qui sentait le jasmin. Oui, d'ailleurs vous convoquez ces souvenirs, vous convoquez les sons, les senteurs. Toujours. Vous convoquez aussi différents souvenirs, notamment dans La blessée, lorsque vous dites « L'âme en peine, le regard toujours absent, dans cette réalité, elle ruinera la joie, et s'il le faut, dessinera sur son visage aux traits fatigués, elle mimera la joie, pardon. Voilà. Dans cette réalité, elle mimera la joie, et s'il le faut, dessinera sur son visage aux traits fatigués un sourire permanent, puis elle cachera ses 9 points sous ses mèches brunes, aux reflets blancs naissants. » Et là, vous soulevez un thème douloureux qui est celui de la violence conjugale. On le devine plus ou moins. Voilà, peut-être pour vous. Justement, c'est un poème qui pourrait qui pourrait parler de toutes les violences. Là,
la violence en question, ce n'est pas la violence conjugale, pour ce qui me concerne en tout cas. Oui, évidemment. Mais je fais en sorte que mes poèmes bouclent, que chacun le lise à sa façon. Il y a celle qui va dire c'est le mari, il y a celle qui va dire c'est le frère, il y a celle qui va dire que c'est un patron, il y a celle qui va dire que c'est les enfants. Chacune va lire cette blessée comme elle a été blessée. Pour ma part, bien sûr, c'est autre chose, mais نخلي دايما un voile où chacun peut lire le poème à sa guise. On peut y investir son propre vécu. Parce qu'il faut savoir que le recueil est autobiographique à peu près. Et donc là, en question, c'est ma propre histoire. C'est moi qui suis tombée, qui me suis faite mal. J'avais des points de suture en raison de toute seule. Je me suis levée, je suis tombée. Donc, et après ça, c'est tout un travail psychologique qu'on fait. Pourquoi tu es tombée? Je suis tombée parce que justement toute cette histoire que j'ai décrite dans les poèmes avec moi-même, c'est une introspection, c'est un travail sur soi qu'on fait quand on va mal. Pourquoi on va mal? Pourquoi on est tombé? Pourquoi on a ces points de suture? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour affronter le monde? Alors on sourit, c'est pas grave. Ce qui t'est arrivé n'est pas grave, souris. Et chacun peut le lire effectivement à sa guise, que chaque blessé se l'approprie, on va dire. On va voir aussi tout ce qu'on peut s'approprier dans votre recueil. Cependant, si vous permettez, je me tourne vers d'autres meurtrissures du silence avec Mohamed Saïd Ben Sakhria et son recueil, si bien nommé. Vous aussi, l'un des maîtres mots de votre recueil, c'est l'espoir. C'est un thème qui traverse. Vous parlez de meurtrissures du silence. Vous évoquez la lutte contre l'impérialisme, on va y arriver, c'est peut-être l'un des sommets du recueil, mais constamment, malgré tous les maux que vous déplorez, l'espoir revient toujours comme un point de chute. Vous dites par exemple la douce rivière, et l'espoir vous le déclinez de différentes manières. Vous dites par exemple, la douce rivière ne dort-elle pas sur un lit de pierre? Même dans la laideur existe quelque chose de beau, et dans de magnifiques châteaux se niche la misère. Ça, c'est dans Heureuse imperfection et qui ouvre le recueil. Ailleurs, vous dites, même dans un jour de dense brume, le soleil, lorsqu'arrive son heure, se lève, c'est au bout des tourments. Vous dites aussi, ose croire à toi et à tes lendemains, ce qui te paraît difficile aujourd'hui te sera accessible au petit matin. Ça, c'est dans Ose croire. Et enfin, vous dites, au matin revenu, peut-être qu'un jour, dans l'inattendu, il fera jour sur les nuits de tant de peur. Peut-être qu'au matin surgira l'imprévu qui mettra à genoux les peines et les douleurs. Eh bien oui, parce que tout d'abord, permettez-moi de vous remercier. Toujours un plaisir de vous recevoir. Comme ça, en direct, pas de me recevoir, mais pour la belle préface que vous m'avez faite. Donc, vous avez résumé, vous avez donné une autre dimension, si j'ose dire, à ce recueil. Maintenant, pour votre question, oui, l'espoir, c'est la vie. Donc oui, je donne beaucoup d'importance à l'espoir, malgré tout ce qui nous entoure, malgré toute la laideur qu'on voit dans la vie, qu'on voit dehors, qui nous ceinture, mais il y a toujours de l'espoir. S'il n'y avait pas la nuit, on ne va pas apprécier le jour. Certes. Donc c'est ça. J'insiste là-dessus parce que, pardon de vous interrompre, c'est que oui. C'est un trait qui revient souvent à notre époque, a fortiori dans la poésie, où on peut se laisser très facilement aller au spleen et à la mélancolie, mais vous constamment, il n'y a pas d'idéalisme, il n'y a pas d'angélisme béat, vous montrez le monde dans sa laideur, mais vous montrez aussi ses beautés déjà présentes, mais aussi ses beautés possibles. C'est-à-dire que c'est un monde que nous devons transformer au lieu juste de déplorer ce qu'il en est actuellement. Et c'est pour ça aussi que je rejoins aussi beaucoup Madame Talbi dans ce qu'elle écrit aussi. C'est la nostalgie. Moi, je suis un grand nostalgique, donc j'écris beaucoup sur les valeurs d'antan, sur tout ce que nous avons vécu. C'était quand même un bon temps et il y avait beaucoup de valeurs, il y avait beaucoup d'entraide, il y avait beaucoup d'échanges. C'est tout ça que j'ai envie aussi de faire un petit peu revivre. Oui, d'ailleurs, pardon de vous interrompre, vous dites la parole donnée de mon temps, vous dites, le poème s'intitule De mon temps. Oui. La parole donnée réglait bien des affaires, la confiance tenait les comptes entre amis, Dieu seul décidait du paradis et de l'enfer, les gens ne craignaient pas la noirceur des nuits. Et c'est ça, c'est la promesse dans un temps, je dirais pas très loin,
la promesse, elle était sacrée. Quand on donnait une promesse à quelqu'un, c'est bon, on va pas revenir en arrière. Donc j'ai envie de... C'est ce qu'on a perdu dans notre temps maintenant. Dans la vie d'aujourd'hui, on a perdu cette parole, cette promesse, le respect de sa promesse. Voilà, c'est des valeurs quand même qui donnaient un certain sens à notre vie. Voilà. Alors, on a intitulé le thème de ce soir « Poésie, sport de combat ». Et justement, vous assumez, ou en tout cas je vous fais assumer, mais vous l'assumez à merveille, cet intitulé, notamment lorsque vous employez la poésie et vous montrez qu'elle ne sert pas, comme disait Ho Chi Minh, qu'elle ne sert pas juste à décrire les fleurs et les oiseaux et le ciel et le soleil, mais qu'elle sert aussi à dire la misère et la lutte des opprimés, notamment dans l'un des sommets de votre recueil, lorsque vous dites « Non, nous n'avons pas peur ». C'est le titre du recueil. Et si vous permettez, on va le découvrir, ensuite je vous laisserai rebondir là-dessus. « Non, nous n'avons pas peur ». Et tout de suite, on est plongé dans cette actualité sanglante que nous vivons et que vivent nos frères palestiniens. « Non, nous n'avons pas peur. Vous pouvez lâcher vos bombes. Oui, qu'on vive ou qu'on meure, nous avons déjà creusé nos tombes. Non, nous n'avons pas peur. On vous le dira aujourd'hui. On vous le redira en cœur. Demain, dans un an, à l'éternel. Et puis, non, de vous, nous n'aurons pas peur. Vous le verrez dans le regard de nos femmes. Et on l'a vu dans le regard des femmes palestiniennes. Vous le saurez aussi dans les yeux de vos tueurs. Lorsque de nos mains nues, nous tiendrons vos flammes. Et on a vu comment les lâches soldats de l'occupation se sont débandés face aux combattants pour se venger ensuite sur les femmes et les enfants. Non, vous ne saurez peut-être jamais que nos peurs ont dompté vos lâchetés. Ni vos avions, ni vos missiles, ni vos blindés ne pourront nous faire peur désormais. Et puis, on vous le dit encore et encore, on vous le dira sur nos cadavres, sur nos corps. Vous pouvez démolir nos écoles, détruire nos maisons, nos mosquées, nos églises et même nos prisons. Et plus encore, nous ne connaîtrons aucune peur. Votre rêve sera votre pire cauchemar. Votre grand Israël sera votre tombe. Ça, c'est moi qui ajoute. Votre rêve sera votre pire cauchemar. De nos tombes jailliront de belles fleurs quand de nos jardins seront chassés vos chars. Oui, je ne pouvais pas quand même ne pas écrire sur un drame, un génocide aussi grand. Pour moi, c'est le plus grand des génocides que l'humanité a vécu. Documenté en direct. Oui, documenté en direct, qu'on voyait toute cette douleur, toute cette souffrance, tous ces crimes. Donc je ne pouvais pas ne pas réagir. Parce que pour moi aussi, la poésie, comme vous le dites, elle doit servir à ça, elle doit servir à réveiller les consciences. Sinon, écrire pour décrire la beauté, pour décrire la joie, oui, c'est bien, mais personnellement, c'est pas vraiment mes thèmes préférés. Moi, j'aime quand même parler de douleur, tout ce qui fait mal, pour quand même réveiller les consciences, ou bien essayer de réveiller les consciences, parce que pour moi, la poésie, elle doit servir à combattre. Oui, à combattre. Certes, lorsque vous poussez des complaintes, il ne s'agit pas seulement de se plaindre, comme disait Malik Haddad, et de chantonner, mais de réveiller les consciences et de susciter l'envie de la lutte. J'ai parlé de complainte justement dans un poème intitulé « Complainte ». Vous dites « Où partir, où fuir lorsque les âmes ne trouvent refuge, sous un ciel en fureur où l'horreur se fait déluge, lorsque la mort devient l'unique salut de sa robe ensanglantée, hideusement vêtue. Sous les cadavres, un chant de liberté s'élève de sous terre, les complaintes se murmurent telle une poésie délétère. Vous, faiseurs de paix, où sont-elles toutes ces promesses, toutes ces prières, ces beaux discours, toutes ces messes? Que dire, que penser face à ces illusions, ces chimères, les fameux droits de l'homme, à ces vérités creuses et bellement mensongères? Où sont-ils passés tous ces beaux rêves, chantés chaque matin, à chaque jour qui se lève? N'ayez crainte, les morts survivront à leur mort. Ils reviendront vous hanter encore et encore. Oui, ils reviendront défaire la tranquillité de vos nuits, tous ces enfants qui pleurent, la colombe qui s'est enfuie.
Oui, ça, là, j'ai voulu être quand même décrier, si je peux dire, l'hypocrisie d'un certain Occident qui nous chantait la liberté, qui nous chantait la démocratie, qui nous chantait les plus grandes valeurs humaines, et puis on se rend compte que finalement c'est un grand mensonge. C'est une faillite morale. Oui, c'est valable pour eux, pour le citoyen européen, mais c'est pas valable pour l'autre citoyen qui est vu comme étant entre guillemets, j'ai pas envie d'utiliser. Oui, c'est-à-dire qu'il est comme un sous-homme. Oui. Voilà, des insectes, même pas des petits insectes là insignifiants. Oui, d'ailleurs, c'est la terminologie utilisée par les sionistes pour qualifier les Palestiniens. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, c'était mon cri que je voulais faire entendre quand même, s'il y a des gens qui veulent bien l'entendre. Mais justement, vous avez parlé de ce double standard, de ce deux poids, deux mesures, que les valeurs européennes, les valeurs occidentales ne sont valables que pour le citoyen européen, mais même ce citoyen, lorsqu'il s'insurge contre le génocide, lui-même découvre que ces valeurs, tout à coup, ne s'appliquent plus. Voilà. On le voit avec la répression féroce des étudiants qui sont en train de se mobiliser partout dans le monde, et à qui on dit finalement... le titre de votre poème, Silence, on tue, se fige l'instant, se bouleverse le temps, sous les décombres aux pleurs d'un enfant, au silence des âmes noyées dans la terreur, un soir d'octobre où le mal a lâché sa fureur. Gaza, prison à ciel ouvert, oubliée du destin, rameaux d'olivier brûlent sous un déluge de feu, la douce colombe a égaré ses beaux matins, l'horreur sans retenue a pris possession des lieux. La mort frissonne au rugissement des bombes, la vie s'effondre aux cris de détresse des mamans. Et ce père qui accompagne son fils à la tombe, ô mon Dieu, Seigneur des cieux, rappelle tes démons. J'ai mal pour moi, j'ai trop mal pour l'humain. Pire que les bombes, il y a le silence macabre. Ça n'en vaut pas la peine, ce ne sont que des Palestiniens. Alors taisez-vous, messieurs. Le monde n'a que faire de vos palabres, et c'est moi qui poursuis, de vos verbiages sur ces valeurs dont vous nous avez rompu les oreilles et que vous, comme disait Fanon, vous cessez de parler de l'homme et de le tuer ensuite à chaque coin. Oui, c'est très douloureux de parler de ça. C'est vrai que quand j'écrivais ces poèmes-là, j'avais quand même une certaine difficulté à trouver les mots justes, à trouver les mots comment dire, qui reflètent vraiment ce que ressentent, ce que vivent les gens de Gaza et les Palestiniens de manière générale. Et là, je parle de Gaza, mais on pourrait aussi l'appliquer à d'autres populations qui vivent aussi des souffrances atroces dans beaucoup de contrées dans le monde. Moi, c'est avec toute ma petite personne, c'est mon combat. Et c'est ça, parce que je suis profondément humain. Et la poésie, pour moi, elle doit être humaine. Absolument. Et chacun fait ce qu'il peut selon ses propres moyens. Alors, avec votre aimable autorisation, on va opérer un petit intermède musical, puis nous reviendrons justement de la musique à la danse avec Que danse ma plume. C'est le moment de notre minute mélomane. On se retrouve après le jingle. Notre merveilleuse équipe, avec votre aimable autorisation, chers amis, a choisi pour vous de vous faire redécouvrir Marcel Khalifa, Inni ikhtartuka ya watani. Inni ikhtartuka ya watani, hubban wa tawaiya. Inni ikhtartuka ya watani, sirran wa alaniya. Inni ikhtartuka ya watani, hubban wa tawaiya. Inni ikhtartuka ya watani, sirran wa alaniya. إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني. إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني. ما دمت ستذكرني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني.
صبحاتي مسا وإن صارت صبحاتي مسا دائم الخضرة يا قلبي وإن بان بعيني الأسد وإن بان بعيني الأسد دائم الثورة يا قلبي وإن صارت صبحاتي مسا وإن صارت صبحاتي مسا جئت في زمن الجزر جئت في عز التعب جئت في زمن الجزر جئت في عز التعب رشاش عنف وغضب 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 إني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا إني اخترتك يا وطني سرا وعلانية إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني ما دمت ستذكرني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني. Merveilleuse composition d'une très belle facture classique de Marcel Khalifa, Inni ikhtartuka ya watani. Et de la musique, nous allons passer à la danse et à notre genre de musique, à savoir la poésie, avec Que danse ma plume de Anissa Talbi. Et là aussi, on va retrouver l'un des sommets de votre recueil. Il y a un thème qui est récurrent, c'est celui de vivre en cachant sa peine. Et l'un des sommets où vous exprimez ce thème-là, c'est avec Nesma Leila. Déjà, vous jouez sur l'onomastique, c'est-à-dire sur les noms des personnages. Donc, Nesma qui représente la brise, voilà, qui est tout en légèreté, etc. Et puis Leila, comme son nom l'indique, la nuit. La nuit, donc, qui est un petit peu d'humeur sombre, qui, elle, représente le spleen. Et si vous permettez, on va voir ce dont... Alors, Nesma, évidemment, croque la vie à pleines dents, parfois grâce au déni et au fait d'étouffer Leila. Voilà. Et c'est Leila qui, justement, on va voir que ce spleen-là et cette mélancolie, c'est ce qui fournit le combustible, c'est ce qui fournit la matière de l'écriture et de la poésie, puisque c'est Leila qui écrit et qui transfigure sa mélancolie en art poétique. On va voir, si vous permettez. Bien sûr. On va égratigner un petit peu votre modestie et voir ce qu'il en est avec, dans le texte, et puis on va en débattre. Nesma et Leila, elles sont deux. Elles sont deux, aussi différentes que puisse l'être le jour de sa nuit. Elle qui le précède, puis qui le suit. Et avant de le retrouver un court instant, elle le fuit. Elles sont deux, aussi opposées que deux faces d'une pièce de monnaie, que la vie s'amuse tout haut à lancer, et pour en découvrir le front, irait, face contre terre, l'écraser. Elles sont deux, quand l'une sourit à la vie, l'autre sommeille, elle attend que son opposé perde de ses forces, à trop respirer sa joie de vivre, elle dort sur ses espoirs déchus, rumine sa peine dans un silence, perturbée par les éclats de rire trop forts, de celle qui aime la vie. C'est-à-dire que là, c'est Leila qui est un petit peu étouffée par le côté exubérant de Nesma. De celle qui respire la vie. Elle s'étend sur son lit de désespoir et attend que l'autre perde enfin espoir, à l'affût d'une quelconque larme, du plus petit chagrin, qui pourrait les réconcilier, elle et son autre. C'est-à-dire que Nesma refoule un petit peu, écrase tout sentiment négatif, et qu'elle se force presque à cette exubérance, un petit peu d'apparat finalement. Voilà, exactement. Il y a toujours ces deux, Nesma et Leila, qui se chamaillent un peu. L'autre, elle veut que la vie soit toujours belle, que ce soit toujours le printemps. Et Leila qui sommeille, qui attend, en train de dire vas-y, rigole, tu vas voir. Rira bien qui rira le dernier. Justement, l'autre, le regard rieur de celle qui aura toujours 20 ans. Elle vit et revit sa meilleure vie, en boucle comme la chanson de la joie qui se répète à l'infini. Comme les jours qui passent et qui oublient qu'il existe des nuits, qui les précèdent, qui les suivent, qui les cherchent puis qui les fuient. Il y a une sorte d'injonction très contemporaine, une sorte d'injonction au bonheur, ce fait de mimer la joie constamment et de poser toujours un sourire sur son visage et de se refuser toute expression de mélancolie pour ne pas paraître faible, pour ne pas paraître
laissé pour compte. Il y a toujours jouer à l'être content, jouer à tout va bien. Tout le monde demande qu'on soit bien, faut qu'on fasse exprès de sourire. Et c'est Nesma, elle est toujours là, je suis contente. Et elle étouffe un peu Leïla. Non, il ne faut pas dire que tu ne vas pas bien. Le monde ne te comprendra pas de toute façon. Pourquoi tu irais dire que tu ne vas pas bien? Dors et laisse-moi profiter de mon printemps. Justement. Et donc Nesma rit, s'esclaffe, quoi qu'il advienne, hilare et amusé, les sens exaltés qui chantent en chœur, la sempiternelle mélodie du bonheur. Et on sent la pointe d'ironie que vous mettez dans cette expression. Hein. C'est un peu... tellement exagéré, ce bonheur. Elle vit et elle rit sans la moindre envie de retrouver son autre qui gît sous les draps gris de l'oubli. Non, aucune envie de la réconcilier, ni même de reconnaître qu'elle vit sous le toit du déni. Car la vie, ça se rit. Quitte justement à enfoncer dans le déni tout son côté sombre, celui qu'on refuse de voir. Voilà, c'est la réalité, de toute façon c'est la société maintenant. On fait semblant d'être heureux, on fait semblant de dire que tout va bien, de cacher un peu les défauts, de toujours sourire quand ça ne va pas. Voilà, c'est ce que on peut le lire comme ça aussi. Ça va à une échelle plus surdimensionnée. Un peu après, on peut voir ça politiquement, on peut voir ça sociologiquement, d'une population qui sourit à la vie malgré tout ce qui se passe sous les draps de l'oubli. Justement, et il y a aussi ce thème du désabusement et de l'indolence. Dans Espoir, vous dites, quand bien même tu t'entêterais à tracer ton chemin vers ton destin, seul, sans ma lueur, c'est-à-dire là, la lueur d'espoir. Voilà. Exactement. Seul, sans ma lueur comme lanterne, ça c'est l'espoir qui parle. L'espoir qui parle. Quand bien même tu t'entêterais à tracer ton chemin vers ton destin, seul, sans ma lueur comme lanterne, ton parcours ne serait qu'un dessin fait de gribouillis que tu aurais griffonné à la pointe bien taillée de ton désappointement. Voilà, c'est l'espoir qui se moque un peu, qui est là, grandiloquent, avec, on va dire celle qui écrit, qui lui dit, tu dois avoir toujours de l'espoir. Il y a de non, pas forcément. Pourquoi? Il dit, là, si, de toute façon, il faut toujours de l'espoir, il faut toujours avoir de l'espoir. Et si tu peux lire avant, elle lui dit, non, je n'ai pas besoin de t'avoir. Ne me dis pas que mon salut tient à une espèce d'étincelle comme ça. Pourquoi tu veux que j'ai toujours de l'espoir? Oui, il dit, c'est moi l'espoir. Il faut toujours garder espoir, toujours sourire, il faut toujours se projeter dans l'avenir, il faut toujours dire tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Non, je n'ai pas besoin d'avoir de l'espoir, laisse-moi tranquille, je vis mon truc comme je le ressens. Je n'ai pas besoin de ta lanterne, je n'ai pas besoin de ta lueur. On a l'impression que l'espoir est quelqu'un, est un homme. Et que voilà, on a l'impression, j'ai fait en sorte que ce soit un dialogue entre, on va pas dire une désespérée quand même, mais une femme triste, on va dire, et sa lueur d'espoir. Oui, et elle qui n'a plus d'espoir. Oui, si je suis là, regarde-moi, écoute-moi, il lui susurre dans l'oreille, je suis là, je suis l'espoir. Et à vous lire, pardon, mais à vous lire, on a aussi l'impression que ce qu'on appelle espoir, très souvent aussi, c'est une sorte d'injonction au refoulement. Voilà, justement, il se lève comme ça, il lui dit non, arrête de broyer du noir. Voilà, non, je veux pas. Si, je suis là, je suis l'espoir. Alors, de fil en aiguille, justement, on reprend le thème du métier à tisser, et de fil en aiguille, dans ce très beau poème, vous reprenez à votre compte le mythe des moires, qu'on appelle les parcs chez les Romains. C'était un peu ces tisseuses du destin, qui tissaient les fils du temps pour en faire le destin. Et vous reprenez ce mythe pour peindre cette allégorie du temps qui tisse le destin d'une fileuse. Justement, une moire, elle aussi, à qui les mailles de son destin échappent. Comme lui échappe son ouvrage sur lequel elle revient plusieurs fois. Et
là aussi vous jouez avec l'onomastique, cette fileuse qui s'appelle, tiens comme par hasard, ML, l'espoir. Bon, écoutez, je n'ai pas joué, je n'ai pas fait de jeu de mots comme par hasard. Il y a un inconscient alors qui s'est exprimé. Voilà, là c'est un poème que je rends hommage à mon ami que j'ai perdu récemment, Allah yarhamha Amel, justement. Je lui disais tout le temps, écoute, ton prénom, c'est l'espoir quand même. Il faut garder espoir parce que tu t'appelles espoir. Et il y a qu'un taharj. Voilà, Rabbi yarhamha. Et j'ai vraiment voulu lui rendre hommage parce qu'elle est décédée avant même de s'être exprimée, d'avoir vraiment l'injustice qu'elle vivait. Et j'ai voulu laisser ça. Voilà, j'ai demandé à sa famille d'abord si je pouvais écrire ça. On m'a dit oui, allez, vas-y, fais-le. Et je l'ai fait. En mémoire de Amal al-Bihma, toutes les injustices qu'elle vivait, et elle filait, et je décris quand même comment elle filait, et ce fil qui lui échappait, c'était le temps. Bah, pour moi, c'était le temps. Elle n'avait pas de temps parce qu'elle était malade. Elle n'avait pas le temps et elle filait. Oui, et son enfant était toujours là. Elle avait cet espoir parce qu'elle était bien entourée. Elle essayait d'oublier ses problèmes. Et elle filait. Elle aimait les plantes. C'était une bonne vivante et tout. Donc là, j'ai essayé de décrire un peu sa vie, que pas poétiquement, bien sûr. Je n'ai rien dévoilé, mais là, c'était Amel al-Bihma était magnifique. Voilà, j'ai voulu lui rendre hommage. Oui, il y a aussi ce thème, là aussi, dans cette très belle image, très puissante, celle de la femme à la fenêtre. Où là aussi, il y a ce thème de... La liberté. Oui, de la liberté, de l'emprisonnement, du carcan. Oui, exactement. Ça, je l'ai écrit, je ne sais même pas comment je l'ai écrit. J'ai regardé, j'étais en train de visionner le film de Siad Dupar, les femmes du monde chinois. Et je ne sais pas comment, je regardais, c'était très poétique, c'est un film très... il faut vraiment le voir et le revoir. Et là, ça m'est venu comme ça. J'ai imaginé cette femme dans cette chambre blanche, à la chaux peinte, et qui est restée comme ça, derrière sa fenêtre, avec un livre. Les livres, c'est un symbole. C'est un peu le savoir, c'est un peu les rêves, c'est un peu le futur. Et là, elle était là tout le temps derrière sa fenêtre à contempler et qu'elle ne pouvait pas sortir. La porte était toujours là, elle était ouverte, mais elle ne pouvait pas sortir. Pourquoi? Pour des raisons que tout le monde sait, où chacun peut lire ce poème comme il veut, peut se l'approprier. La liberté, c'est quoi pour tout un chacun? C'est peut-être parfois l'envie de sortir, peut-être parfois l'envie de parler, de s'exprimer. L'envie d'être là, de dire qu'on est là, que la femme est là quand même. De réaliser une œuvre. De réaliser une œuvre, voilà, de s'exprimer. Toujours autour de l'expression. C'est pas tellement la femme cloîtrée chez elle, hein, non. C'est dans la tête. L'accomplissement de soi. Voilà, le monde est là, il est méchant, il est là, il se cache derrière un arbre, il ne veut pas sortir. Elle est là, elle se projette, elle lit son livre et elle voit le printemps venir, elle sent que le printemps est là, que bientôt elle pourra sortir, elle pourra fermer sa porte si elle le veut, elle pourra l'ouvrir si elle le veut. C'est la femme et le sujet, pas tabou, mais le sujet délicat de la liberté de la femme à travers ce poème-là, La femme à la fenêtre. Très beau poème. On va continuer de découvrir cette plume qui danse. Cependant, si vous permettez, on va opérer un deuxième intermède, cette fois-ci littéraire. Puis nous allons découvrir, encore une fois, ces meurtrissures du silence que Mohamed Saïd Ben Sakhria brise avec brio. A tout de suite pour notre livre de chevet. Nous allons continuer de découvrir ensemble notre très beau recueil de poésie, Leve Palestina Tahya Falastin, et dans lequel figure d'ailleurs Monsieur Mohamed Saïd Ben Sakhria. Cependant, puisque nous avons le plaisir de le recevoir, cela va être une autre poétesse que nous allons découvrir, à savoir Madame Meissa Botesh avec La guerre n'a pas de patrie. J'ai quitté mon pays et ma terre, fuyant la face hideuse de la guerre. J'ai laissé mon cœur et toute ma vie, ma maison démolie, je n'y habite plus. Le cœur déchiré, je pars en exil, le corps en guenilles et les pieds usés. Mon frère et ma mère éreintés me suivaient, sur le dos, ma sœur, vers un autre ailleurs. Le cœur déchiré et les larmes aux yeux. J'ai quitté ma terre, mes champs, ma demeure, emportant mes peines et ma vive douleur, un poids si lourd pour mon petit cœur, j'ai laissé mon cœur et je feins d'oublier ma maison et ses fleurs,
mes copains de jeu, et d'autres qui se meurent sous les balles de feu. J'ai quitté ma terre pour un ailleurs, je me fais grand avant l'âge et je voyage vers d'autres continents frères. Mais nulle terre n'égalera à mes yeux mon humble berceau. J'ai quitté ma terre dans le ventre la peur, fuyant l'horreur humaine en quête d'autres cieux. J'ai laissé mes souvenirs et toute mon enfance, mes éclats de rire, j'ai laissé ma joie, emportant mes plaies. J'ai quitté ma terre de force, je l'aimais si fort et je la vénère. Elle était mon toit et mon lit si chaud, le cœur endeuillé, ma sœur sur le dos, dans le regard des images affreuses qui me plient en deux. Très beau poème de Meissa Botesh dans Leve Palestina, recueil de poésie que je ne cesserai de vous recommander, d'abord pour le plaisir de la lecture, mais aussi en tant qu'acte militant, puisque tous les bénéfices seront reversés au bénéfice de nos frères palestiniens. Et je reviens vers ces meurtrissures du silence de Mohamed Saïd Ben Sakhria, le silence justement, qui est une plaie lorsque ce silence-là, qui est une meurtrissure, lorsque ce silence se fait sur les injustices, et vous ne cessez de pourfendre ce silence, notamment dans un poème magnifique et virulent, si je puis dire, mais dans le bon sens du terme, et qui s'intitule d'ailleurs « Chut, Sukut ». Vous dites « Chut, chut, silence ». Ne dites rien surtout. Enragés sont les loups, les crocs en démence. Attention, pas de bruit. Cachez-vous, couchez-vous. Faites les morts, joli toutou, de lâcheté couvrez vos nuits. Chut, 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 silence. Ces nuits ne sont pas les vôtres. Éhontez vos nuits aux vices se vôtres. Dansez, buvez, chantez à votre servile insolence. Surtout fermez bien les yeux. Bouchez bien vos longues oreilles, craignez surtout pour votre oseille, il n'y a que ça que vous faites de mieux. Chut, 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 lourd silence. Terrez-vous bien dans vos demeures, vos palais somptueux et vos peurs, et n'oubliez pas de glorifier vos piètres existences. Impossible de ne pas voir défiler sous les yeux tous ces potentats qui se sont fait les lâches complices du génocide en cours et les lâches complices de toutes les injustices. C'est justement ça que j'avais envie de dénoncer, c'est ça, comme vous le dites, ces potentats, ces dirigeants du monde qui se prennent pour des seigneurs, qui se prennent parfois pour des dieux et qui ne font rien, au contraire, qui encouragent, qui sont là, qui sont complices, qui sont même partie prenante pour certains dans ce génocide à ciel ouvert qu'on voit chaque jour, chaque minute, chaque seconde, des enfants qui meurent ensanglantés, des mamans, des hommes aussi. Voilà, donc c'est ça. Et ils ne disent rien, même. Je dirais même peut-être que ça leur fait un petit peu plaisir de voir tout ça et ça les encourage. J'avais envie de le dénoncer. Et j'avais envie aussi d'écrire et de dédier même tout ce recueil à Gaza et à la Palestine, parce que quand même c'est dramatique ce qui se passe là-bas, et puis on se sent proche un petit peu de ce peuple, voilà. Oui, nous avons eu la même histoire et le même combat, et justement, vous faites, de par le fil conducteur de votre recueil, vous faites un peu le lien avec l'histoire algérienne, oui. Et notamment lorsque vous dites, dans ce poème, au bout de la vie, vous dites « Elles emportaient », et là vous rendez hommage au combat des femmes algériennes, oui. Et qui fait écho au combat des femmes et des mères palestiniennes qui sont en train vraiment d'avoir une résistance héroïque. Vous dites « Elles emportaient avec honneur leur prénom de fleurs, Zahra, Jamila, Djidjika, Ourida, ces fées du bonheur, toutes ces femmes de notre glorieuse révolution, elles ont porté la liberté au bout de la vie avec passion. Des étoiles ont brillé dans ces nuits froides et sombres, rêves et tant d'espoir ont éclos en ce mois de novembre, notre glorieuse révolution, dans les rues de la Qasba, sans crainte, sans peur, les monts des Aurès, de Kabylie, de Dahra ou d'ailleurs.
Dans les plaines dorées au soleil ardent de l'été, sous le froid mordant des hivers enneigés, vous avez dompté ces hostiles et dangereux maquis, avec bravoure réécrit l'histoire dans vos jolis treillis. Et là aussi, on va défiler les images de nos Oui, Moudjahidat. je voulais faire le lien de manière indirecte entre toutes ces combattantes en Palestine, ces combattantes partout dans le monde, hein, des femmes. Elles sont quand même à l'origine de tous les combats. Elles sont devant tous les dangers. Elles risquent beaucoup. Et quand même, j'ai tenu à leur rendre hommage à ma manière, en revenant à mon histoire, aux femmes qui nous ont libérés. Aux femmes qui nous ont libérés et qui sont à l'avant-garde de tous les défis contemporains et à venir. Par votre œuvre, vous résistez et vous exaltez la résistance. Vous faites aussi le porte-parole de démunis au quotidien. Par exemple, lorsque dans l'handicapé, vous avez ce vers où vous exprimez un peu tout le désespoir de celui qui ne peut rien faire face à la misère humaine. Vous dites, dans ma petite tête, la rage au fond du cœur. Ça, c'est par rapport à l'handicapé. Et vous exprimez aussi ce rôle finalement, ce rôle social, cette fonction sociale du poète qui n'est pas cet illuminé dans sa tour d'ivoire, mais qui a un ancrage social profond. Vous dites, ma plume si folle veut tout dire, sans complaisance, sans ombrage, la peine que le mot ne peut décrire, d'une humanité mise en sarcophage. Et c'est ça aussi la fonction sociale du poète, de dire la douleur du monde. Si je ne me trompe pas, Victor Hugo disait que la poésie, c'est l'intime dans tout. Donc, c'est ça, hein, c'est cette intimité, ce silence que j'ai à l'intérieur de moi-même, que j'ai envie d'exprimer. Oui, je parle du silence de ces gens-là qui nous gouvernent et tout, qui gouvernent le monde, mais je parle aussi de ce silence intérieur. Et je crois que c'est ce silence intérieur qui est encore plus douloureux, qui fait encore plus de mal que j'ai envie d'exprimer par rapport à la misère, par rapport à l'handicap, par rapport à la méchanceté des gens, par rapport à la laideur, par rapport à beaucoup de choses. Voilà. En début d'émission, j'avais parlé avec Anissa Talbi du fait d'exprimer notre terroir, notre psyché, notre sensibilité dans une langue française de haute facture. Vous utilisez des sonnets, vous utilisez une écriture classique, mais en vous lisant, on a l'impression qu'on sourdine, on entend nos vers du Sha'bi, on a l'impression, notamment dans certains poètes, que vous êtes en train de nous dire « Heyhat tarja'liyam limdat wal qalb li wla' wad silwano » Et c'est ça, on est influencé par tout ça. Hein, évidemment, il y a ce poème où on a l'impression que vous êtes en train de nous dire ma prash qad li fat même si mazal baraka. Et vous dites la course avec le temps ici prend fin. Plus de lendemain, plus de matin, plus de peine, ni de joie, ni de regret, l'âme en paix ombrée d'ultime secret. D'un monde à un autre, court est le voyage. Aux jours éphémères, la vie montre enfin son vrai visage. Quel beau mensonge et quelle amère vérité, lorsque le dernier souffle vient à nous quitter. Ouais. Et là, je parle de la mort. C'est le thème... C'est un thème aussi philosophique. Bon, je m'interroge aussi beaucoup sur ce sujet, sur la mort. Hein, c'est la vie parce que, oui, la vie est belle. On veut vivre très très longtemps, mais elle est très très courte aussi. Donc il faut. J'essaie de faire prendre conscience à ceux qui me liraient quand même qu'on a un laps de temps très court à vivre. Il faut quand même essayer de le vivre bien et de le vivre en faisant le bien. Certes, et de le vivre intensément. Intensément, oui. Notamment en s'entourant de poésie, celle de Mohamed Saïd Bastakhria, Meurtrissure du silence. Et je me tourne vers Anissa Talbi pour finir en beauté, littéralement et littérairement. Vous aussi, le thème de la mort et des douleurs, du veuvage. Oui, vous avez l'air étonné, ou alors je vous ai mal comprise, lorsque vous écrivez ce poème, Le vieux Gonzalo. Ah, le vieux Gonzalo. Ça va, je vous ai bien compris. Oui. 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 Là, vous nous emmenez dans une autre... Ailleurs, mais
finalement, la douleur, le deuil sont les mêmes pour toute l'humanité. C'est ce qui fait l'universel. Ce n'est pas de faire un copier-coller de standards uniformisés, mais de savoir exprimer à sa manière une douleur qui touche les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes. Exactement. Là, il est question de veuvage, oui. C'est un vieux Gonzalo qui a 90 ans et qui est toujours assis là à Tonne devant son mur de briques. Lui, il avait une femme qui était tout le temps là, c'était Maria Antonia. Et là, il se retrouve tout seul. Il est tout le temps cloîtré dans son balcon, pas chez lui, dans son balcon, à côté d'un mur en briques, qui regarde. Les autres croient qu'il ne regarde rien, qu'il n'est pas là, qu'il est sénile. Alors que lui, il croit que le mur en briques, dès que c'est un écran, il y voit sa Maria Antonia. Il est tout le temps en train de voir que sa Maria Antonia est là, il lui sourit, et il lui parle tout le temps. C'est un tout vieux qui n'a pas accepté la perte de sa chère et bien-aimée Maria. Voilà. Et je le décris comme ça, de façon, c'est une prose, de façon... Oui, c'est une très belle prose. Et comme en contrepoint, comme en parallèle, vous nous parlez de votre ange. Ah, elle va rougir, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Vous dites, puis, en me faisant tourner la tête dans son manège à lui, il m'aide à voir loin, plus loin que ma fantaisie ne l'eût jamais permis. Oui. مش تحبني نقول لك مش تحبني نقول لك c'est trop mignon. Non, c'est ça, je décris, il faut quand même si j'avais voulu, je lui aurais rendu hommage durant tout le recueil, du début à la fin, il n'y aurait que lui. Voilà, je voulais vraiment le remercier parce que c'est un soutien et un lien indéfectible, c'est lui. Sans lui, il n'y aurait pas eu ni le roman, ni le recueil, ni la vie, ni le sourire, ni rien du tout, c'est lui. C'est à lui que je dois tout, c'est mon ami, mon frère, c'est lui. Ah, tout à coup là, la timidité, tu veux que je te lise le poème? Voilà, elle va nous faire un nouveau recueil. Lis-le. Alors, hélas, le temps manque pour développer plus longuement sur cette belle verve lyrique. Cependant, pour ceux qui voudraient découvrir plus avant cette très belle plume, et notamment l'ange de Anissa Talbi, vous pourrez lire Que danse ma plume. Merci encore, Madame Talbi, d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Et pour briser les meurtrissures du silence, je vous recommande le très beau recueil de Mohamed Saïd Ben Sakhria. Merci beaucoup, Monsieur Ben Sakhria, d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis, d'avoir été parmi nous. Inch'Allah, kunna khfaf alaykoum. Et Inch'Allah, vous avez passé avec nous un très bon moment. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à très bientôt.